émission, dans l'autre journal, la première de l'année 2021, nous allons aborder le plan de réforme de l'armée togolaise. Selon le gouvernement, la loi de programmation militaire a pour objectif de donner au Togo les moyens nécessaires à la défense de son intégrité nationale, à la sécurité de sa population et au libre exercice de sa souveraineté à l'horizon 2030. Et pour cela, ils ont voté un budget. Le budget est estimé à plus de 722 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la question que se pose les Togolais, à quoi cela va servir? À quoi cela va servir? Effectivement, je pense que la question est toute pertinente parce qu'on est quand même dans un pays qui se cherche véritablement. Et je crois que le rôle de l'armée, bien entendu, c'est d'assurer la sécurité de la population, c'est d'assurer l'intégrité de la nation. Mais avant d'assurer ces genres de sécurité dont nous parlons, il faut bien que les individus dont on veut préserver la vie puissent avoir une vie qui mérite d'être bien entretenue, etc. Et donc ça veut dire qu'il faut chercher quelque part l'épanouissement de la population. Et lorsque moi j'avais vu cette loi qui a été votée et j'ai vu le budget qui était donc de l'ordre de 722 milliards, comme vous le dites, sur les 5 années à venir, j'ai posé la question de savoir quel était le budget de l'éducation, quel était le budget de la santé, quel était le budget de l'éducation, parce que je pense que pour un pays qui veut se construire, sa priorité devrait être les secteurs dont je viens de faire état à l'instant. Parce que ce sont des éléments de base, c'est des fondamentaux essentiels qui permettent à chaque citoyen de se sentir suffisamment sécurisé en termes de capacité ou de potentialité à vivre. Vivre d'abord avant de mériter donc la sécurité extérieure. Donc si ce n'est pas, on n'a pas ces éléments-là, je pense qu'il y a un problème. J'aurais bien voulu justement qu'il y ait une loi de programmation dans le domaine de l'éducation. Parce que justement, un pays qui a de la vision et qui veut avoir des perspectives heureuses pour demain, sait d'emblée que tout dépend justement du système éducatif et des nutriments intellectuels qu'on infuse à la jeunesse. Alors, si aujourd'hui nous décrions le système éducatif actuel et nous déplorons le fait que les jeunes sortent de ce système sans avoir des capacités d'action sur le terrain, de trouver des emplois ou de pouvoir créer les emplois par eux-mêmes, ça veut dire que c'est un système défectueux qu'il faut revisiter fondamentalement. C'est vrai, je pense qu'il y a des démarches qui se font, mais ce n'est pas avec autant d'attention, autant de rigueur que nous observons dans l'armée. Mais ce que je n'ai pas compris et qui me paraît justement paradoxal, c'est qu'on a toujours dit que le Togo est un pays suffisamment stable, que c'est une référence en matière de stabilité, en matière de sécurité, etc. Ça veut dire que ce que nous avons aujourd'hui comme acquis, comme système, comme en tout cas principe de gestion de la sécurité est suffisamment optimal pour contenir des situations conflictuelles ou difficiles. Alors, si tel est le cas, pourquoi donc ne pas prioriser les secteurs dont je parle? L'agriculture, tout le monde sait que le chemin le plus court pour atteindre la croissance, le développement d'un pays, c'est l'investissement dans l'agriculture. Il suffit justement de revisiter un peu l'histoire que les autres pays qui sont aujourd'hui développés ont eu à construire à partir de l'éducation, de l'agriculture et de la recherche. On finit par donc trouver des formules ou des modèles de développement qui permettent de faire émerger un pays. Et donc la convoitise d'un pays qui peut susciter éventuellement des troubles ou bien l'arrivée des djihadistes ou en tout cas des gens qui peuvent convoiter ce que nous avons, c'est quand nous avons quelque chose de florissant. C'est quand nous sommes riches, quand nous avons des moyens qui flattent, que les gens vont commencer à troubler les choses. C'est à ce moment qu'on peut parler donc d'une démarche pour construire l'armée, pour consolider les actions de l'armée, etc. Donc je pense que c'est des investissements quand même colossaux pour un pays qui se cherche pour le moment sur plusieurs plans à la fois. En tout cas, ma prière, c'est de constater finalement que les gens vont prendre conscience des priorités qui concernent la vie existentielle même des individus, plutôt que de prioriser l'armée et tout. Je pense que la raison qu'on peut trouver dans ça, c'est parce que, justement, aujourd'hui, le prétexte qu'on trouve, c'est la lutte contre le terrorisme
Et donc, en prenant ce prétexte sur ce principe-là, bon, on finit par donner une priorité un peu bizarre à cette armée. Oui. Oui, Ferdinand, sur ce budget, on prélève 367 milliards pour l'équipement militaire et 354 milliards pour l'investissement. Alors, on nous présentait déjà l'armée togolaise comme, ou bien on ne nous la présentait pas. On savait que l'armée togolaise était déjà le maillon le plus favorisé de la chaîne. Quand on vote le budget, la loi des finances, les militaires, ils prenaient la part du lion, on donnait les miettes à quelques secteurs. Et puis, bon, c'était déjà décrié. Parce que le Togo est l'un des rares pays qui consacre énormément de ressources à l'armée. L'armée qui, tant bien même elle fait la sécurité, mais qui ne produit pas immédiatement. Mais elle fait la sécurité, elle consomme, mais elle ne produit pas. Mais on vous dira, bon, il faut la sécurité pour produire, vous voyez. Et donc, là maintenant, on élabore un budget assez colossal pour soi-disant renforcer les capacités de l'armée togolaise, pour qu'elle soit beaucoup plus performante, parce que les enjeux sécuritaires de la région sont d'actualité. Il y a la menace terroriste, il y a tout un tas de choses qu'il faut régler. Et bon, moi je reste dubitatif, parce que Luc venait de le dire, il n'a pas vu d'une loi de programmation sanitaire, d'une loi de programmation scolaire. Les militaires, quand ils seront malades, ils vont se soigner où? Ils vont se soigner où? Ils se soignent où, les militaires, quand ils seront malades? Dans les pays limitrophes bien développés, les gens ont créé des hôpitaux militaires qui sont de grandes références. Où quand on veut soigner des gens, on va là-bas pour les soigner. Le Togo n'en dispose pas. Même si nous avons formé des médecins militaires qui sont compétents, qui interviennent dans les hôpitaux, dans les cliniques privées pour gagner de l'argent, mais on n'a pas on n'a pas un hôpital militaire de référence au Togo où on peut dire, bon voilà, si on ne va pas ici, on va là. Le Ghana en dispose. Je crois qu'on en a 2 ou 3. Les Burkinabés sont en train d'en construire. Nous, on n'en a pas. Et bon, je n'ai pas vu dans cette histoire-là où on a parlé des logements des militaires. Est-ce qu'il y a un projet pour augmenter par exemple le salaire des militaires, leur logement, pour leur permettre de faire une vie décente, afin qu'à la fin de leur carrière, certains partent à moins de 40 ans, ils ne finissent pas agents de sécurité comme on les voit traîner dans les quartiers, et certains deviennent parfois des braqueurs. Voilà, parce que la plupart des militaires qui n'ont pas une longue carrière ou qui n'ont pas eu de grade, c'est eux qui font les sécurités pour les sociétés privées, vous le savez, dans des conditions absolument pénibles. Quand tu pars à la retraite à 40 ans, et avec un grade de caporal, je ne sais quoi, ton enfant n'est pas encore au lycée. Excusez-moi. Et donc tu as des charges énormes qui pèsent sur toi à la maison. Et donc les gens sont obligés d'aller faire le gardiennage, les agents de sécurité pour pouvoir vivre. Donc on nous dit, c'est une loi de programmation, on va recruter au moins 1000 militaires chaque année durant les 5 ans à venir. Et au bout des 5 ans, on sera à 20 000 et quelques militaires. On n'a pas besoin de 20 000 militaires pour un petit pays comme le Togo pour contenir les djihadistes. On n'en a pas besoin. Et la capacité d'une armée d'être efficace, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre qui fait ça. C'est la formation, c'est la capacité à intervenir, c'est peut-être les moyens, c'est les renseignements. Il m'a été dit, il y a 2 ans, qu'un officier de l'armée togolaise, au cours d'une discussion en privé, disait à l'ambassadeur américain qui est parti, David Girmour, que le djihadisme est en train de prospérer dans la région des savanes parce que c'est une région suffisamment pauvre et que les djihadistes sont en train de manipuler les gens et que si les États-Unis pouvaient les aider à investir dans cette région pour pouvoir faire reculer la pauvreté. Alors, il ne venait pas au chef d'état-major d'aller faire cette demande, mais c'est au pays d'exposer la demande. Alors, je n'ai pas vu dans cette loi de programmation militaire si l'armée doit construire les écoles dans la région des savanes, si l'armée doit construire les hôpitaux, si l'armée doit construire des routes, si l'armée doit aider l'agriculture pour que l'agriculture puisse vraiment émerger, pour que justement les djihadistes ne trouvent pas un terrain fertile pour convaincre les gens de les suivre dans leur aventure. Alors, il ne s'agit pas d'investir dans l'armée, il s'agit fondamentalement de mettre un certain nombre d'implémenter un certain nombre de projets sur le terrain pour faire reculer la pauvreté et gagner la guerre, la guerre contre ces gens qui viennent manipuler nos populations. Ceci étant, moi je pense que on se saisit de la question de djihadistes pour renforcer un pouvoir qui est là. Tout ça, en arrière-plan, c'est pour consolider le pouvoir qui est là. Tout le monde sait que l'armée est le principal pilier du pouvoir qui régente le Togo depuis 50 ans. Et donc, investir dans l'armée, en réalité, c'est investir
dans la conservation systématique du pouvoir. Et c'est vrai que la France, compte tenu des critiques en Afrique, les dénonciations, les marches, et même les critiques même qui viennent de la France, à chaque fois que quelques soldats français tombent sur le front du Sahel là-bas, la France a déjà annoncé qu'elle va réduire ses effectifs dans le Sahel et elle va quitter progressivement la zone. Alors, si la France quitte la zone, on a besoin des supplétifs africains pour gérer les djihadistes, ce système que les Occidentaux même ont créé. Ils veulent sortir de la merde et passer la patate aux Africains. Et vous savez qu'il y a un enjeu dans un espace qu'on appelle les 3 frontières. Burkina, Mali, Niger, où les djihadistes sont plus actifs et violents. C'est là-bas où il y a eu les morts il n'y a pas longtemps. Et donc, on veut céder ce territoire aux Africains eux-mêmes. Et on demande l'avis de chaque pays. La France demande l'avis de chaque pays. Ceux qui sont prêts à y aller, il y a ceux qui hésitent, et il y a ceux qui n'ont pas encore donné de réponse. Je pense que le Togo a envie d'y aller, parce que, bon, le pouvoir du Togo, tel qu'il est contesté aujourd'hui, ne peut pas refuser certaines choses à la France, parce que son pouvoir tient beaucoup plus par le soutien de Paris. Et donc, si Paris dit, bon, on veut quelques éléments du Togo, les Togolais, pour être dans de bonnes grâces de Paris, vont envoyer des éléments. Je ne sais pas si c'est déjà décidé, mais je pense qu'il y a des discussions comme ça. Mais là-bas, c'est la guerre. Ce n'est pas le maintien de la paix. C'est la guerre où les barbus, là, avec leurs tapettes, là, qui maîtrisent mieux les territoires que nos soldats, vont mettre les gens en déroute. Et c'est la guerre avec toutes ses conséquences. Donc je pense que cette histoire de loi militaire participe aussi à faire monter en puissance l'armée pour envoyer certaines troupes sur ces terrains d'opération. Et vous avez appris que la France aussi profite pour vendre son matériel de paillot là, de seconde zone qu'on recycle. On nous a déjà livré des hélicoptères, on nous a livré des vedettes pour la lutte contre la piraterie maritime. Là, on est en train d'acheter des chars en Afrique du Sud au regard des dernières révélations. Certainement que la France va nous livrer encore des munitions, des avions de reconnaissance. Tout ça, on crée un marché en fait pour vendre des armes. Et nous, au lieu de prendre cet argent pour nourrir nos populations, pour permettre aux gens d'être beaucoup plus à l'aise, pour faire des routes, on investit l'argent dans l'achat du matériel militaire et on nous dit 3 ans, 4 ans après que ces matériels militaires sont hors d'usage parce qu'après inadaptés au terrain et il faudra encore réinvestir de l'argent. C'est quand même dommage. Mais bon. Merci beaucoup Ferdinand. Luc, oui. Les populations togolaises, tu as craindre pour cette loi? Bon, craindre, non. Bon, l'idée n'est pas de craindre ou de... Mais c'est-à-dire que c'est le fait que les ressources de l'État soient déployées sur des fronts qui ne sont pas prioritaires, à vrai dire. C'est-à-dire que vu les urgences qu'il y a dans le pays, je pense que le bon sens impose qu'on puisse déployer les ressources sur des fronts suffisamment urgents qui concernent la vie et le devenir même des individus dans le pays. C'est ça la priorité. Mais cette question justement de djihadistes, etc., mais il faut qu'on soit quand même honnête. Aucun pays, si puissant soit-il, en tout cas en Afrique, en l'état actuel, ne peut à lui tout seul contrer cette question de djihadisme. En principe, c'est une action collégiale. On aurait dû attendre on s'attendrait à ce que ces pays-là s'entendent pour mutualiser leurs forces, plutôt que les gens prennent prétexte de ce qu'il y a du djihadisme dans la région et donc on va multiplier les recrutements dans l'armée, on va renforcer les capacités d'action de l'armée, on va investir dans l'armée pour lutter contre cela. Je ne crois pas que ce prétexte soit valable parce que quel que soit ce qu'ils feront, un seul pays à lui seul ne peut pas contrer les djihadistes parce que justement ils sont à cheval sur plusieurs frontières à la fois et ils sont très mobiles. Et donc c'est des gens, comme il a dit, qui connaissent suffisamment le terrain et qui ont une mobilité assez remarquable. Donc nos maigres ressources dans chaque pays ne peuvent pas suffire. Il faut mutualiser. On ne comprend pas pourquoi il y a une institution comme la CEDEAO et puis à l'échelle africaine, l'Union africaine. Et depuis là, ils ne comprennent pas qu'il faut mettre ensemble leurs forces pour créer une armée. Une armée forte régionale, en Afrique, régionale ou sous-régionale, etc. pour pouvoir donc faire face aux problèmes. Et donc, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils vont moins dépenser. Est-ce que vous voyez? Donc, logiquement, s'ils ont l'intelligence, le bon sens pour mutualiser leurs forces, ils vont moins dépenser et être plus efficaces parce que chacun va apporter justement son expertise et chacun connaît des régions spécifiques et c'est comme ça qu'ils vont se compléter pour pouvoir trouver les bonnes solutions idoines plutôt que de s'engager tout seul dans son coin pour dire bon ben écoutez, je vais saigner
parce qu'il y a une menace sous-régionale, et donc je veux faire face à cela. Je ne crois pas que ce soit vraiment recommandable. Mais au même moment, je crois que la population a des raisons, si vous voulez, pas de crainte, mais de se dire, on a comme l'impression que nous sommes laissés pour compte. Parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a des besoins qui sont réels. Et ça, je n'arrive pas à comprendre comment on répartit les ressources de l'État et comment on conçoit justement le devenir de ce pays. J'ai envie de voir l'horizon, en tout cas. Merci beaucoup. Ferdinand, dans l'équipement militaire, il y a sûrement, on fait appel au pétrole, on va acheter le pétrole, on va acheter... Non, pour l'armée d'abord, mais je n'ai pas fini. Pour l'armée, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des mouvements, il y a eu des gens qu'on a changés à la tête de l'armée, puisqu'on parle de réforme ces temps-ci. Bon, c'est vrai que ces changements ont surpris certains. Il y a eu beaucoup de choses qui se disent ces temps-ci, mais je ne sais pas si ça rentre dans la programmation, dans la loi de programmation militaire. On a flanqué aux militaires une ministre des Armées qui est une femme. On peut voir sur les réseaux sociaux des décisions qui se prennent. J'ai lu la dernière fois qu'on demande aux militaires qu'on déploie dans les maisons des civils de replier. Je ne sais pas si on avait besoin d'un communiqué pour appeler les gens à replier. Il y a quelques jours, je suis passé devant la maison d'un ancien ministre qui est d'ailleurs décédé. Il y avait encore des militaires qui tenaient des armes. Et je me demande si ce n'est pas parce qu'il y a d'autres soucis qu'on ne veut pas laisser des gens dans la nature, parce que dans ce communiqué, on a dit vers la fin que celui qui ne reviendra pas sera considéré comme un déserteur. Il y a un nouveau chef d'état-major de l'armée qui a été nommé. J'ai regardé un peu son parcours, qu'eux-mêmes ils ont fait, son curriculum, son parcours. J'ai constaté que il était plus administratif que toute autre chose, parce que capitaine, il était déjà préfet, et puis après, pas grand-chose. Il n'a pas dirigé, on n'a pas dit qu'il a dirigé, je ne sais pas, une compagnie, un bataillon, un régiment, et puis un matin, il devient chef d'état-major. Je trouve qu'il y a un creux, parce que quand je revois dans les pays, et même chez nous ici, tous les officiers qui ont été chefs d'état-major ont dirigé des casernes, des régiments, c'est-à-dire qu'ils avaient une emprise sur la troupe. Parce que être chef d'état-major, c'est le lien entre le pouvoir politique et l'armée. Il faut savoir traduire la volonté de l'homme politique sur l'armée. Il faut savoir prendre les lettres d'engagement. Parce qu'il ne s'agit pas de dire on est chef d'état-major, c'est un travail. Et quand vous voyez le parcours, par exemple dans l'armée française ou bien dans l'armée américaine, c'est tout un parcours. On vous dira que le gars a fait telle guerre, il a fait ci, il a fait ça. Et c'est à la fin de cette carrière-là, le couronnement, qui est son poste de chef d'état-major. Ici, j'ai remarqué que le personnage, il y avait un vide. Il n'y a jamais eu de gestion d'un régiment, d'un camp, tout ça. Ailleurs, les gens diront que c'est carrément un civil qu'on vient de mettre à la tête de l'armée. C'est comme nous prenons on donne les grades ici à des marins, on dit qu'il est amiral, alors qu'il n'y a même pas de flotte. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on dit qu'il est amiral, à Daignon, il est là, il dort au port, en pleine réunion, il n'y a même pas de bateau, il n'y a rien. Ou bien vous avez des gens qui sont dans l'armée de l'air. Nous n'avons plus d'aéronefs, mais ils ont des grades, ils montent en grade tout le temps, ils sont là. Et ça pose un problème en Afrique. C'est ça les faiblesses des armées africaines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que parfois, quand ils sont face à des individus qui, eux, combattent pour des idéologies, où eux, ils sont déterminés, vont à mort, les gens reculent, les gens désertent. Les gens désertent. Et donc, quand vous prenez les pays africains qui tiennent, c'est les pays qui ont fait la guerre. Vous savez que les armées africaines, on peut les classer en plusieurs catégories. Il y a les armées qui sont mues par une idéologie, qui ont combattu pour l'indépendance de leur pays. Donc les militaires ont une idéologie. Vous prenez l'Angola, vous prenez le Mozambique, vous prenez le Cap-Vert. C'est des armées, c'est des gens qui ont combattu idéologiquement pour l'indépendance de leur pays. C'est ce que Sankara dit. Un militaire qui n'a pas eu une formation idéologique manque de beaucoup de choses. Après, vous prenez les armées de l'Afrique francophone. C'est des gens qui sont à la maison, c'est des cousins, des frères, des neveux qu'on ramasse comme ça, qu'on met dans l'armée. Il n'y a pas de formation idéologique, il n'y a pas d'ailleurs de culture, il n'y a rien. Et donc, beaucoup montent en grade par des basses besognes ou par leur positionnement politique. Et après, quand ils sont vraiment devant une situation de guerre ou une situation sérieuse, ils ont des difficultés à se défendre. Voilà ce qui se passe. Et donc, on espère que dans les milliards
qui sont votés là, la moitié ne va pas finir dans les poches de quelques individus qui iront acheter du matériel de seconde zone, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand Luc dit il faut une armée régionale, on l'avait dit sur ce plateau, elle permettrait aussi de lutter contre la corruption. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, chaque État vote un budget militaire, parce qu'on dit qu'il y a le terrorisme, c'est pour voler de l'argent. Mais s'ils sont dans un regroupement militaire régional, le Bénin fournit 500 hommes, le Togo fournit 500 hommes, la Côte d'Ivoire 1000 hommes, le Ghana 1000 hommes, le Nigeria 5000, parce que le Nigeria a la taille du Nigeria. Et ces troupes-là, on les casse dans un pays, on les forme, avec l'appui des partenaires, et là où il y a les conflits, on les déploie. Donc ils sont désormais comme une armée régionale prête à intervenir sur les terrains d'opération. Comme on a connu les Comores en Afrique de l'Ouest, qui sont intervenus en Sierra Leone, au Libéria, et je ne sais dans quel pays, pour rétablir la situation, c'est véritablement vers des armées régionales comme ça qu'on a besoin d'aller. Et ça nous permet de faire beaucoup d'économies. Plutôt que chaque pays bombe le torse pour dire que bon, moi j'ai quelques éléments, ils sont là, ils ne font rien au pays, donc je vais les déployer, je vais gagner aussi un peu d'argent, ou bien on va se faire des surfacturations, parce que de toutes les façons, tout ce qu'on achète dans l'armée, c'est le secret défense. Bien sûr. Personne ne vous donne les factures, personne ne vous dit ce qu'on achète. Donc ça permet à quelques individus de ramasser de l'argent. Donc cette histoire de terrorisme-là, plus la pandémie de Covid, est devenue une arme politique que les dirigeants, en difficulté, en termes de légitimité, utilisent aujourd'hui pour neutraliser les populations et les adversaires. Ce n'est pas normal. Donc il va falloir que sur le plan de la politique, ceux qui aspirent à prendre le pouvoir, y compris les gens de la société civile, fassent des études. Parce que c'est à eux d'aller fouiller pour dire, voilà ce qui est en train de se faire, nous ne sommes pas d'accord, nous faisons des contre-propositions, nous allons éclairer la population, on n'a pas besoin d'autant d'argent pour aller sur le front de la lutte, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Si le gouvernement est là, il décide ce qu'il veut, et que ceux qui veulent le pouvoir demain n'apportent aucun éclairage, ne font rien, ne font aucune recherche pour savoir ce qu'ils sont en train de faire là, est-ce que c'est normal? Les populations restent dans le noir. Les gens vont croire que bon, mais c'est normal, il faut continuer comme ça. Alors que cet argent-là, la moitié aurait pu servir à équiper les hôpitaux, à soigner les vies, à soigner les gens et puis à sauver des vies. Voilà moi ce que je pense. Maintenant, sur la question du pétrole, on en a longuement discuté. C'est l'histoire du pétrole gate. On a fini l'année avec ça. Peut-être nous avons un procès à la cour d'appel, la date n'est pas encore signifiée, mais je pense que c'est l'un des plus grands dossiers qu'on a eu à traiter l'année dernière. Quoi que les gens racontent, quoi que les gens disent, nous avons fait notre travail, nous avons assumé jusqu'au bout. Et si ce scandale n'avait pas éclaté, j'assure que la fin de l'année, on aurait pu augmenter le carburant. C'est parce que ce scandale est là et qu'on ne l'a pas encore désamorcé qu'on est parti augmenter les péages. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est le carburant qu'ils auraient monté. Et donc, nous sommes là, on observe, on verra. Il y a un audit qui a été fait, dont les gens se sont permis de publier les extraits dans certains journaux et de faire des contre-propositions pour se blanchir. C'est leur problème, mais je pense que pour la première fois, les gens ont compris qu'il y a un travail qui a été fait, même s'il y a quelques imperfections, c'est un travail qui a permis aux populations de comprendre que ce domaine-là, il y avait des choses qui se faisaient à notre insu, on payait le carburant et certains se sucraient, c'est pas normal. Peut-être que Luc a quelque chose à dire et puis bon. Oui, ben, justement avant de parler du pétrole, je pense que concernant même de l'armée, notre priorité en tout cas pour notre armée ici, c'est quand même qu'elle puisse être une armée républicaine. Oui, c'est ça. Parce que je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. On fait des tournées pour chercher les moyens de réconcilier l'armée et la nation. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu sérieux, comme si l'armée ne faisait pas partie de la nation. Donc ça veut dire que c'est un travail sérieux qu'il faut faire par là et faire en sorte que l'armée puisse se retrouver autour des valeurs républicaines et l'assume comme telle. Ça, c'est la priorité, ce n'est pas de chercher les armes et puis donc de bomber le torse à chaque fois et de bâillonner toute dynamique de mobilisation autour des objectifs quand même nobles et démocratiques. Donc, vraiment, je tenais à relever ce point-là. Pour ce qui concerne Petrolgate, je pense que nous en avons abondamment parlé au cours de l'année 2020 parce que c'est une question légitime qui concerne la vie de tous les citoyens parce que nous tous, nous sommes concernés par cette question parce que si tu n'as pas une voiture, au moins tu prends une moto. Si tu ne prends pas de moto, tu utilises un taxi, etc. Donc, c'est une question
fondamentale. Et nous avons déploré la façon dont ce dossier a été conduit, notamment au niveau de la justice. Et donc, nous considérons que l'autorité doit pouvoir prendre des mesures nécessaires pour désamorcer cette bombe-là et faire en sorte d'assainir les finances publiques, parce que justement, les enjeux sont sérieux. Ils sont sérieux pourquoi? Parce que d'abord, cette histoire de Covid a ébranlé non seulement les systèmes de gouvernance, mais beaucoup plus les économies de tous les pays. D'où la nécessité d'assainir les finances publiques, de gérer de façon judicieuse les ressources qu'on arrive à générer malgré donc la situation assez précaire, et de les déployer sur des fronts prioritaires et utiles pour la population. Sinon, si on ne veille pas, on ne met pas le paquet pour lutter véritablement contre la corruption, mais c'est le pays qui va s'affaisser. Et donc, le peu de ressources là, les gens vont continuer à saigner l'économie nationale, à s'enrichir sur le dos du citoyen, et au bout du compte, c'est un désert total en termes de ressources, et c'est le pays qui se fragilise, c'est l'État lui-même qui va se fragiliser. Donc, c'est dans l'intérêt même des gouvernants d'être regardants sur la façon dont les ressources sont gérées. Et s'il y a des gens qui se comportent de façon grossière, en tout cas, au travers de la loi, qu'ils puissent être sanctionnés à la hauteur de leur faute, de telle manière qu'ils puissent créer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés, et qu'on soit assuré que ceux qui nous dirigent aspirent profondément à notre meilleur devenir. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire du pétrole, j'aimerais ajouter quelque chose avant qu'on ne passe à un autre sujet, c'est qu'au lieu de prendre les mesures qu'il faut pour sanctionner les auteurs, il y a une espèce de confusion, qu'un avocat en mal de sensation se promène, il organise sur les médias, tantôt on a diffamé ses clients, tantôt on a fait ci, tantôt on a fait ça, au tribunal, à part les juges qui se sont alignés pour dire autre chose que le droit, parce qu'ils sont tous dans leur réseau, tout ça, il n'a rien prouvé en fait, il n'a rien démontré, à part son gros français, maintenant il est sur les chaînes internationales, bon c'est son boulot, c'est de blanchir ses clients, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été rapporté, notamment à Fonya Singbe, parce que je l'ai entendu quelque part, que maintenant que justement c'était l'enjeu du procès. On voulait me contraindre, ou bien nous contraindre à donner des sources de l'information. On dit oui, que c'est le nouveau ministre du Commerce qui a balancé le dossier à la presse, parce que tous les ministres qui sont passés là-bas, personne n'a jamais sorti un dossier comme ça. Si ce dossier est sorti, c'est parce que le nouveau ministre est arrivé, et que bon, oublions que dans plusieurs parutions que nous avons faites, nous avons tiré sur le ministre, on a même décrit que le ministre a même eu des avantages. Il y a même des choses qui incriminent le ministre. Et on dit oui, que le ministre va déposer le dossier à la frontière du Ghana et je vais traverser la frontière et je prends le dossier. Je dis ah bon, donc si c'est comme ça, et si on a dit ça, on a rapporté ça au sommet de l'État, et celui qui dirige le pays aussi a cru à ça, ça veut dire qu'en fait, il n'a aucun renseignement. On leur remonte que des commérages. Donc la prochaine fois que je vais traverser la frontière de Ségbé là, et comme ils savent que je traverse la frontière pour aller prendre des dossiers, il faut qu'ils mettent des gens quelque part. Dès que je reviens là, on me prend en même temps, on me prend avec les dossiers. Vous voyez. Et donc, voilà comment les gens sont en train de raisonner, et ceux qui gouvernent le pays sont en train de croire à ça. Or, ce ministre que nous avons nous-mêmes incriminé, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Mais comment est-ce que quelqu'un qui nous fournit des dossiers, on va tirer sur lui, alors que lui-même, il sait que lui-même, il est impliqué dans le dossier. Il va le fournir à la presse. Ça n'a pas de sens. Donc, ils ont cherché en fait la source de toutes les informations, parce qu'ils ont souvent fonctionné en vase clos. Ils n'ont jamais imaginé qu'un dossier comme ça pourrait sortir. Alors que ce dossier n'a aucune connotation politique. Il n'y a personne qui se venge. Le dossier n'est même pas sorti du Togo. Tu comprends? Pour qu'on puisse identifier quelqu'un pour dire que c'est lui qui a sorti le dossier là à la presse. Et donc, moi, j'estime que nous avons fait notre travail. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. C'est clair que quand vous mettez les pieds dans les plats, surtout dans des affaires de milliards, où ceux qui se sucrent sur toute la ligne sont des ministres, des barons, tout ça, ils vont inventer tout un tas d'histoires pour essayer de vous noyer. Mais nous sommes fiers d'avoir fait ce travail-là. Il y a un monsieur que je ne connais pas, qui est un banquier. Il allait à la station-service acheter du carburant, et quand il faisait le plein de sa voiture avant, il sait combien il paye. Il a fait le plein un jour, et puis il a vu qu'il lui restait de l'argent. Il m'a appelé pour dire, mais c'est à cause de toi que j'ai un peu d'économie sur le plein de ma voiture. Il m'a envoyé un crédit de 4500 pour m'encourager. J'ai dit, mais bon, voilà. Donc, voilà. Et donc, j'imagine combien de Togolais qui vont à la station faire le plein dans leur voiture,
font des économies à travers ce dossier qu'on a sorti là. Et donc, c'est des choses comme ça que nous avons besoin pour améliorer la gouvernance de notre pays. Parce que qu'on ne vienne pas nous dire qu'il n'y a pas de l'argent au Togo. Il y a de l'argent au Togo. Le problème, c'est la gestion. C'est la gestion que nous faisons des ressources. Si des gens s'organisent pour mettre la main sur l'argent public, ou bien pour prendre des libertés avec l'argent public, si personne ne les dénonce, mais il y aura une grande partie des populations qui vont payer le prix de la corruption. Et donc, c'est ce travail-là que nous faisons, avec tous les risques que nous prenons tous les jours pour informer les populations. Et donc, je pense que le pétrole gate n'est pas fini. Nous n'avons révélé qu'un aspect du dossier, mais les gens oublient qu'il y a un autre aspect du dossier qui est lié au fonds d'entretien routier. Alors, quand on dit qu'on augmente les péages, mais on prélève déjà de l'argent sur chaque litre de carburant pour entretenir les routes. Qui gère cet argent? Où est-ce que ça va? Dans les poches de qui? Pourquoi on trouve aujourd'hui la nécessité d'augmenter les péages alors qu'on nous fait déjà payer une autre partie du péage sur le carburant? Donc c'est des débats comme ça qu'il faut mener, c'est des débats comme ça que la société civile doit mener, c'est les débats comme ça que les hommes politiques doivent poser pour amener les dirigeants à s'expliquer. C'est comme ça que nous allons faire rejaillir la lumière pour permettre à nos populations d'être beaucoup plus éveillées et de contrôler l'action publique. Donc, nous, on fait notre boulot, on continuera de le faire. J'espère que cette année, on va sortir encore d'autres dossiers plus brûlants que ça. Nous, c'est ça qu'on fait. Nous, on n'a pas d'amis. Nous, on s'en fout. On sort les dossiers et puis après, s'il y a des dégâts, bon, voilà. L'essentiel, c'est que les populations se portent mieux. C'est tout. Les dégâts, on s'en fout. Oui, non, c'est une pause tout à l'heure.